Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, il n'y a pas de justice, il faut que les choses changent. Ces quelques mots d'Henri Caloustian, ancien mécanicien âgé de 75 ans, victime avec son épouse Marie-Thérèse du squat de leur maison à Théoul-sur-Mer l'été dernier, disent presque tout du drame que constitue le squat des biens immobiliers dans notre pays. Ce couple de retraités modestes a constaté, désespéré, le saccage de son domicile pris dans des considérations juridiques kafkaïennes. Oui, Madame la Ministre, il faut que les choses changent, car il n'y a pas une affaire locale qui serait montée en épingle, mais de très nombreuses affaires qui donc sont dans la France depuis de trop nombreuses années. Sur ces bancs, chacun d'entre nous pourrait citer un exemple vécu. Il faut que les choses changent, car le squat de domicile et le déni de justice qui l'accompagne sont d'une violence extrême pour les victimes. Vous voyez votre intimité violée, votre droit le plus légitime bafoué, la force l'emporter sur le respect de la loi, votre toit et votre sécurité acquis à force de travail et d'épargne réduits à néant. Face à ce déni de justice, il y a un abus de droit manifeste, celui de se dire chez soi et de prétendre à la protection constitutionnelle du domicile et du droit au logement, alors que le plus simple bon sens montre que le squatteur usurpe par la force ou par la ruse celui de sa victime. Il faut que les choses changent. C'est bien pour cela que j'ai déposé une proposition de loi soutenue par plus d'une centaine de mes collègues, que je remercie vivement, et portée par le groupe Les Républicains, et qui veut apporter des réponses concrètes et rapidement applicables, au-delà de celles déjà votées dans la loi ASAP, mais pour une partie censurée par le Conseil constitutionnel. Loin de surfer sur un événement médiatique, cette proposition de loi et l'engagement de notre groupe politique à la faire aboutir est le résultat d'un long travail sénatorial qui fait honneur à notre Assemblée. En effet, les squats de domicile sont une question ancienne et complexe qui doit être traitée de manière équilibrée et juste dans le respect de nos valeurs républicaines. Le logement est un bien de première nécessité et il ne faut pas confondre les squatteurs avec des locataires dans la difficulté que l'on cherche à accompagner pour prévenir une expulsion forcément dramatique. De même, nous ne devons pas confondre des criminels qui facilitent et organisent des squats de domicile avec les associations légitimes qui défendent les locataires et cherchent à faire progresser le droit au logement dans notre pays. Mais nous ne sommes pas non plus dans une opposition caricaturale entre d'un côté les riches propriétaires et de l'autre côté les pauvres locataires. On l'ignore souvent, mais nombre de locataires, y compris en HLM, sont eux aussi victimes de squatteurs. Il nous faut donc agir. Mais cet équilibre et cette proportionnalité des moyens juridiques ne sont pas faciles à trouver. Le Sénat les a opiniâtrement recherchés depuis maintenant presque 15 ans, je veux le souligner. C'est à l'initiative du Sénat et d'un amendement de notre collègue Catherine Procaccia qu'a été introduit dans la loi de 2007, le droit au logement opposable, l'article 38 qui permet d'expulser les squatteurs d'un domicile par décision du préfet. Malheureusement, cette disposition est restée peu connue et peu utilisée. Divers obstacles ont été dressés contre sa mise en œuvre, comme des questions de preuve ou le pseudo-délai de flagrance de 48 heures qui empêcherait la force publique d'intervenir. C'est encore à l'initiative du Sénat et d'une proposition de loi de notre ancienne collègue Natacha Bouchart qu'ont été introduits dans le code pénal une amende de 15 000 € en cas d'introduction et de maintien par voie de fait dans le domicile d'autrui. De plus, par cette loi, le squat de domicile devenait un délit continu, ce qui devait normalement éviter qu'on oppose aux victimes le pseudo-délai de flagrance de 48 heures. Las, cela ne fut pas suffisant. En 2018, dans le cadre de la loi ÉLAN, dont j'ai été le rapporteur, le Sénat a été obligé de remettre l'ouvrage sur le métier. Nous avons introduit 2 modifications dans le code de procédure civile d'exécution. Nous avons supprimé le délai de 2 mois pour l'application d'une décision judiciaire d'expulsion dès lors qu'il y a squat. Nous avons également supprimé le droit de se prévaloir de la trêve hivernale dans le cas d'un squat de domicile.
Malgré ces avancées obtenues par le Sénat, il n'a toujours pas été mis fin au squat de domicile. Mes chers collègues, vous le savez, dans certaines communes, les maires sont obligés de mobiliser la police municipale ainsi que les citoyens dans des dispositifs voisins vigilants pour éviter les squats. À la suite de l'affaire de Théoul-sur-Mer, le Gouvernement a simplifié la procédure de l'article 38 dans le cadre du projet de loi ASAP. Mais ce projet de loi n'avait pas vocation à traiter spécifiquement cette question. C'est la raison pour laquelle le Conseil constitutionnel a censuré l'article qui visait à réprimer plus sévèrement les squatteurs. Plus largement, plusieurs questions relatives au squat de logement, qui n'étaient pas de l'ordre de la simplification administrative et juridique, n'ont pu être inscrites dans la loi lors du débat de cet automne. C'est donc l'objectif de ma proposition de loi de pouvoir le faire aujourd'hui. Comme je l'ai souligné, le sujet est complexe. Il faut trouver le juste équilibre entre, d'un côté, la protection de la propriété privée, ce droit inviolable et sacré, et d'un autre, la protection du domicile et le droit au logement qui sont reconnus depuis près de 40 ans comme des principes à valeur constitutionnelle. Il nous faut aussi trouver les moyens juridiques de protéger les victimes de squats sans pour autant rendre délictuelles des situations de détresse qui doivent trouver une issue sociale et non pas judiciaire. Au regard de cette obligation, les termes de la proposition de loi pouvaient être améliorés. Et je veux très sincèrement remercier le président de la commission des lois, François-Noël Buffet, et son rapporteur, mon collègue qui a travaillé avec moi sur cette proposition de loi, Henri Leroy, et toute l'équipe des administrateurs, d'avoir, dans un esprit de dialogue et avec toute la rigueur juridique que l'on leur connaît, poursuivi l'objectif qui était le nôtre: protéger les victimes, améliorer les complices. Quelles sont donc les avancées concrètes que nous pouvons vous proposer d'adopter? Nous voulons tout d'abord dissuader plus fermement le squat de domicile. Aujourd'hui, occuper par la force le domicile d'autrui est moins sévèrement puni que le fait par l'occupant légitime de se faire justice. Cela n'est pas normal. Il y avait eu un accord entre l'Assemblée nationale et le Sénat à ce sujet cet automne. Le Conseil constitutionnel a estimé qu'il s'agissait d'un cavalier législatif au regard d'un projet de loi visant à la simplification du droit. Nous vous proposons donc de rétablir cette disposition. Nous voulons également éviter que le squat ne devienne une voie pour faire valoir son droit au logement opposable, une sorte de coupe-fil, car si les préfets sont désormais incités à procéder à l'expulsion, ils ont toujours l'obligation de les reloger. Or, rien ne serait plus injuste que de donner à notre corps défendant une prime aux squatteurs au détriment des familles en attente de logement, mais qui sont, elles, respectueuses de la loi et du bien d'autrui. Nous proposons donc que les juges puissent décider la suspension du droit au logement opposable à titre de peine complémentaire et de manière limitée dans le temps. Nous voulons également dissuader et réprimer ceux qui se rendent complices de squats et cherchent surtout à les faciliter. De véritables modes d'emploi sont disponibles sur Internet. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à taper « Comment squatter un logement » sur le moteur de recherche de votre téléphone portable. Vous trouverez immédiatement les notices, les modes d'emploi, vous expliquer comment squatter un logement. On est glacé à l'idée que, rentrant chez soi d'un déplacement, on puisse trouver la serrure changée et de nouveaux occupants à sa place. Nous proposons donc d'introduire une peine contre la propagande et la publicité en faveur du squat. Nous voulons ensuite clarifier la loi. On s'est beaucoup focalisé sur le domicile. Je rappellerai que dans le cadre de la loi ÉLAN, le Sénat n'avait pu faire adopter un délit d'occupation d'un logement vacant. Les débats qui ont eu lieu à l'occasion de la loi ASAP ont montré qu'il ne fallait pas avoir une vision étroite du domicile, compris comme la seule résidence principale, en l'étendant à la résidence secondaire, et même permettre à des ayants droit, par exemple, d'agir pour le compte d'une personne âgée. Dans la continuité de la position du Sénat, et pour traiter toutes ces situations, nous vous proposons de faciliter l'expulsion en cas de squat dans les situations interstitielles entre deux locations ou avant un aménagement. Nous souhaitons ensuite éviter que lors des procédures d'expulsion, la notion de voie de fait donne lieu à des interprétations jurisprudentielles dénaturant les objectifs de la loi. Enfin, nous souhaitons accélérer encore la procédure de l'article 38 par les préfets en réduisant le délai d'intervention de 24 heures. Pourquoi ? Tout simplement
simplement parce que dans la plupart des cas, les squatteurs commettent des dégradations et que le seul moyen de limiter les dégâts est d'agir extrêmement rapidement. Voilà, Monsieur le Président, voilà, Madame la Ministre, mes chers collègues, les motifs et les principales dispositions de cette proposition de loi sur laquelle aura l'occasion de revenir le rapporteur Henri Leroy. Je terminerai en citant Portalis, grande figure provençale et célèbre juriste, qui a dit « Les lois ne sont pas de purs actes de puissance, ce sont des actes de sagesse, de justice et de raison, et qu'on ne pouvait laisser leur contestation indécise sans forcer chaque citoyen à devenir juge dans sa propre cause et sans oublier que la justice est la première dette de la souveraineté. C'est cette dette de justice, de sagesse et de raison à l'égard des victimes de squat que je vous propose aujourd'hui de voter à travers cette proposition de loi. Merci. La parole est maintenant à M. Henri Leroy, rapporteur de la commission pour 10 minutes. Et M. Leroy, 10 minutes, c'est 10 minutes. Le petit supplément pour Mme Estrosi Sassone était lié à Portalis. Je vous en prie. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je suis particulièrement satisfait de rapporter devant vous la proposition de loi de notre collègue Dominique Estrosi Sassone, co-signée, comme elle l'a dit, par plus d'une centaine de sénateurs. Les affaires récentes de Théoule-sur-Mer ou du Petit Cambodge nous appellent en effet à mieux protéger la priorité, droit inviolable et sacré, selon la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, inscrite dans le préambule de notre Constitution contre les squatters. Certes, il existe déjà des dispositifs spécifiques pour lutter contre les squatteurs. Le délit de violation de domicile à l'article 226-4 du Code pénal ou la procédure rapide d'évacuation forcée créée à l'initiative du Sénat et plus précisément, comme l'a dit Mme Dominique Estrosi Sassone, de notre collègue Catherine Procaccia dans la loi Dallot du 5 mars 2007, lorsqu'il y a violation du domicile au sens de l'article 226-4 du Code pénal. Mais les affaires évoquées démontrent qu'ils ne sont ni suffisamment dissuasifs à l'égard des squatters, ni suffisamment connus des propriétaires, voire des préfectures, des forces de police et de gendarmerie et même des parquets. À ce propos, j'ai été surpris d'entendre lors de mes auditions que dans l'affaire de Théoule-sur-Mer, le procureur de la République se serait opposé à une intervention des gendarmes en invoquant le dépassement d'un délai de flagrance de 48 heures, non prévu par les textes, puisqu'il s'agit d'un délit continu. La sous-préfecture, quant à elle, paraissait peu au fait que la procédure d'évacuation forcée pouvait s'appliquer à une résidence secondaire. C'est finalement parce qu'elle a constaté des faits de violence conjugale au sein du couple de squatters que la gendarmerie est intervenue et que les propriétaires ont pu réintégrer leurs biens, propriété domicile. Ce dysfonctionnement est incompréhensible par nos concitoyens. Une loi existe, mais elle est mal connue, donc mal appliquée. Les ministères interpellés nous annoncent une circulaire prochaine pour y remédier. Elle est indispensable et j'espère, Madame la Ministre, que nous n'aurons pas à attendre beaucoup plus longtemps. Cependant, la proposition de loi de notre collègue n'est pas la énième réaction législative à un fait divers. Il s'agit d'un travail de fond pour compléter de manière utile la législation en vigueur. La commission des lois en a gardé les principaux apports tout en la recentrant sur de véritables squatters, c'est-à-dire ceux qui pénètrent dans les lieux contre la volonté du propriétaire, par manœuvre, menace, voie de fait ou contrainte, et qui savent donc sans ambiguïté ne pas être chez eux, selon les termes consacrés de la jurisprudence. Les auditions que j'ai menées auprès des ministères concernés, mais aussi de l'Union nationale des propriétaires immobiliers et de la Fondation Abbé Pierre, m'ont convaincu de la nécessité de distinguer la situation des locataires défaillants ou des occupants à titre gratuit qui se maintiennent dans les lieux contre la volonté du propriétaire de celle des squatters. Il s'agit d'une raison d'opportunité tout d'abord. Ces personnes sont entrées dans les lieux de manière licite et elles peuvent être simplement confrontées à un accident de la vie. Pénaliser le locataire défaillant
reviendrait finalement à réintroduire l'emprisonnement pour dette. Cela ne veut pas dire qu'il n'y ait rien à améliorer pour agir contre les locataires de mauvaise foi qui font du tourisme locatif. Mais c'est un autre sujet. D'ailleurs, nous avons, avec la commission des lois, en début d'examen de cette proposition de loi, défini son périmètre pour l'application de l'article 45 de la Constitution. Il s'agit également de préserver l'équilibre entre les droits constitutionnels de propriété garantis par les articles 2 et 17, je le répète, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et le droit au logement qui a été reconnu comme un objectif de valeur constitutionnelle. Dans cet esprit, la Commission a précisé le nouveau délit d'occupation frauduleuse d'un immeuble en exigeant une introduction dans les lieux à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes. Elle a également introduit une gradation des peines pour punir plus sévèrement le squat d'un domicile que celui des locaux qui ne sont pas utilisés à cette fin. La Commission a précisé la définition de la nouvelle infraction consistant à faire la propagande ou la publicité de l'occupation frauduleuse d'immeubles pour ne cibler que la diffusion de méthodes visant à faciliter ou à inciter à la commission de ce délit. Il s'agit de préserver la liberté d'expression des associations luttant contre le mal-logement, tout en permettant de poursuivre ceux qui incitent au squat en publiant sur Internet de véritables modes d'emploi en vue d'inciter à la commission du délit. Enfin, par cohérence, à l'article 3, la Commission a exclu de la procédure administrative d'évacuation forcée les locataires ou occupants entrés dans les lieux avec l'accord du propriétaire et qui se maintiendraient contre sa volonté après résiliation du contrat de bail ou le retrait de l'autorisation. Elle a en revanche élargi l'application de cette procédure dérogatoire aux locaux à usage d'habitation. Le Sénat avait déjà voté cette mesure dans le cadre de la loi Elan à l'initiative de notre collègue Marc-Philippe Daubresse, alors rapporteur pour avis. L'article 3 de la proposition améliore ainsi de manière substantielle la rédaction adoptée en décembre dernier dans le cadre de la loi ASAP. Il permet d'apporter une solution lorsque le logement illicitement occupé n'est pas encore le domicile effectif de quelqu'un, par exemple lorsque les squatteurs occupent un logement laissé vacant entre deux locations ou un logement nouvellement acheté. Enfin, à l'article 4, nous avons maintenu l'exigence d'une entrée dans les lieux par voie de fait pour priver un occupant du bénéfice du délai de 2 mois et de la trêve hivernale dans le cadre d'une procédure d'expulsion, tout en précisant la notion de voie de fait pour éviter certaines jurisprudences divergentes, peu favorables en général aux propriétaires. Pour conclure, je vous invite à voter le texte de la commission des lois qui est efficace et équilibré. Madame la ministre nous dira probablement qu'il est trop tôt pour revenir sur un sujet qui vient de faire l'objet de dispositions de la cadre de la loi ASAP du 7/12/2020, mais l'auteur de la proposition de loi a expliqué de façon remarquable pourquoi elle n'a pas pu aller au bout. Pour ma part, je considère qu'il n'est jamais trop tôt pour apporter des solutions à des problèmes qui existent, persistent. Il n'y a qu'à aller sur le terrain. Quand on est sur le terrain, on voit, on constate. Rester sur son bureau, c'est philosopher. Depuis des années, et perturbe gravement la vie de certains de nos concitoyens. Voilà, Monsieur le Président, j'ai rattrapé et utilisé le temps qui a été pris par l'auteur de la proposition de loi. Je vous remercie. Merci, Monsieur le rapporteur. J'ignorais que les temps étaient fongibles, mais bon. Madame la ministre, Madame Emmanuelle Wargon, ministre chargée du logement, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, cher Henri Leroy, Madame l'auteure de la proposition de loi, cher Dominique Estrosi Sassone, Mesdames et Messieurs les sénateurs.
Les affaires récentes de squat de domicile, que ce soit Théoul-sur-Mer ou Saint-Honoré-les-Bains, que j'ai suivies avec beaucoup d'attention, nous ont montré que les dispositifs d'évacuation de domiciles squattés n'étaient pas toujours assez clairs, pas toujours assez bien connus par ceux qui sont chargés de les mettre en œuvre. Sur la base de ce constat, le gouvernement et les parlementaires ont choisi d'enrichir la loi dite ASAP, Accélération et simplification de la vie publique, qui a été adoptée à l'automne dernier avec un article dédié à cette question. Les dispositions de cette loi ont permis de clarifier le champ d'application et d'encadrer les délais des procédures de lutte contre les squats de domicile, ainsi que de renforcer la procédure d'extrême urgence, placée sous la responsabilité des préfets, car il n'est pas acceptable de se trouver privé de son domicile. Ces dispositions ont été validées par le Conseil constitutionnel et sont d'application directe, à l'exception de l'aggravation des sanctions sur laquelle je reviendrai dans quelques instants. Il est maintenant essentiel de mieux faire connaître ces procédures spécifiques aux préfets, aux procureurs de la République, aux forces de l'ordre, afin qu'elles puissent être appliquées correctement et immédiatement. La circulaire prévue, que j'avais annoncée il y a quelque temps, est en cours de signature avec le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux, sortira dans les tout prochains jours, pour préciser la mise en œuvre de ces procédures à l'attention des acteurs de terrain. Les procédures doivent également être mieux connues de nos concitoyens, et c'est pour cela que le site servicepublic.fr a été corrigé et précisé dans la foulée de l'adoption de la loi. Plusieurs faits divers récents ont par ailleurs soulevé des interrogations sur les procédures applicables en cas de squat hors domicile. Il y avait urgence à clarifier la situation pour les domiciles, et c'est ce que nous avons fait avec la loi ASAP. Toutefois, pour les situations qui ne relèvent pas des domiciles, il ne faut pas se laisser emporter par l'émotion au moment de fixer des règles qui s'appliqueront à en fait un nombre très important de situations. Dans ces cas, il me semble important qu'il revienne au juge d'apprécier les faits et de faire respecter la procédure judiciaire et le droit de chacune des parties. L'État de droit nous l'impose pour respecter cet équilibre et ne pas élargir le champ des exceptions. Car derrière une occupation sans droit ni titre, il peut y avoir une multitude de situations différentes. On trouve du côté des propriétaires des locaux, de collectivités ou d'entreprises laissés vides pendant parfois très longtemps, mais aussi des particuliers dont le loyer constitue une source substantielle de revenus, voire un moyen de rembourser leur emprunt ou de payer leur propre loyer. Du côté des occupants, on trouve des personnes de mauvaise foi qui pensent avoir le droit pour eux ou les procédures pour eux, mais on trouve aussi des personnes de bonne foi, parfois à la merci de marchands de sommeil, ou des locataires qui, après avoir payé scrupuleusement leur loyer pendant quelques années, connaissent d'importantes difficultés financières potentiellement aggravées dans le contexte actuel. Toutes ces situations montrent que, au-delà de la question du squat, l'étendue des enjeux de la politique du logement, et nous avons fait un effort sans précédent lors de cette crise pour créer des places d'hébergement. Nous avons d'ailleurs atteint la semaine dernière 200 000 places d'hébergement ouvertes. Je poursuis la politique du logement d'abord. Et avec un parlementaire en mission, le député Nicolas Desmoulins, nous allons travailler sur la prévention des expulsions locatives afin d'éviter le plus possible de situations dramatiques. J'en viens maintenant aux dispositions de votre proposition de loi. Le gouvernement, comme vous l'avez présupposé, soutient les avancées et l'équilibre qui ont été trouvés dans le cadre de la loi ASAP afin de renforcer la lutte contre les squats de domicile. Il n'est donc pas favorable globalement à la proposition de loi telle qu'elle est présentée aujourd'hui. En ce qui concerne l'article 1er, dans la mesure où il reprend une disposition qui avait été proposée par le gouvernement et adoptée dans le projet de loi ASAP, renforçant les sanctions pénales en cas de violation de domicile et censurée par le Conseil constitutionnel pour cause de cavalier, le gouvernement y est favorable. En revanche, le gouvernement est défavorable aux articles 2, 3 et 4, et par conséquent à l'ensemble de la proposition de loi. L'article 2 de votre proposition de loi vise en effet à créer 4 nouveaux articles dans le Code pénal afin de punir l'occupation illicite d'un immeuble. L'objectif de cet article est de viser des cas d'occupation de locaux qui ne sont pas des habitations, comme le cas médiatisé du local du Petit Cambodge à Paris. Malgré les modifications apportées par le rapporteur en commission qui ont été présentées, il apparaît que la création de cette nouvelle infraction rompt l'équilibre entre le droit de propriété et le droit à un logement décent. En premier lieu,
Cette infraction recouvrirait des champs d'infraction déjà existants. Les domiciles sont déjà couverts par l'infraction de violation de domicile et la jurisprudence pénale retient une acception large de tout lieu dans lequel il y a atteinte à la vie privée. En outre, les infractions de dégradation qui résultent de l'entrée illicite dans les lieux existent déjà. En second lieu, cette infraction pourrait s'appliquer à des situations dans lesquelles on pénaliserait des personnes qui se maintiennent dans les lieux sans droit ni titre, après résiliation du bail par exemple, la notion de manœuvre pouvant être appréciée largement, y compris en ayant indiqué pouvoir payer son loyer régulièrement. Par ailleurs, l'article 2 prévoit que la juridiction pourra décider d'instaurer une interdiction pour la personne en infraction de se prévaloir du droit au logement opposable pour une durée de 3 ans. Cette disposition soulève une interrogation constitutionnelle forte et constitue une ligne rouge pour le gouvernement parce qu'on ne répond pas à de la détresse sociale par de nouvelles infractions et sanctions. Enfin, l'article 3 vise à modifier l'article 38 de la loi DALO dans sa rédaction issue de la loi ASAP. Cette procédure est déjà dérogatoire du droit commun. Elle implique donc que son champ d'application soit strictement défini. Élargir son champ d'application au-delà de la notion de domicile pose un véritable problème de constitutionnalité, en particulier au regard de l'atteinte au droit de la défense. Et réduire le délai du préfet de 48 heures à 24 heures n'est pas réaliste. C'est un délai très court. Il est nécessaire de prévoir un délai d'instruction raisonnable. Enfin, l'article 4 vise à écarter le délai de 2 mois après le commandement de quitter les lieux et le respect de la trêve hivernale de la procédure d'expulsion pour certaines situations. Ces possibilités existent déjà lorsque la personne est rentrée dans les lieux par voie de fait et sont mises en œuvre dans les jugements. L'étendre à d'autres situations, comme l'entrée à l'aide de manœuvre, soulève là encore une question constitutionnelle et pose la question de la trêve hivernale, au respect de laquelle le gouvernement est extrêmement attaché. Pour conclure, le gouvernement souhaite s'en tenir à l'équilibre trouvé dans la loi ASAP sur le renforcement des dispositions permettant de lutter contre les squats de domicile. Il ne me paraît pas opportun de modifier cet équilibre, alors même que la loi vient d'entrer en vigueur et que nous n'avons pas le recul pour évaluer son application. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Monsieur Hussein Bourgi pour le groupe socialiste pour 9 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, Madame la sénatrice Dominique Estrosi Sassone, chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui soulève plusieurs questions particulièrement intéressantes sur le plan humain, sur le plan juridique et sur le plan philosophique. Comme je l'ai indiqué en commission des lois, cette proposition de loi a une vertu, celle de protéger les résidences secondaires et les logements inoccupés de la même manière que les résidences principales. Cette proposition de loi a également une faiblesse substantielle. Elle pèche par une orientation uniquement répressive dont l'efficacité reste à prouver. À l'entame de ce débat, je nous invite chacun et chacune à nous projeter, à nous identifier aux différents protagonistes dont il va être question dans nos échanges. Mettons-nous d'abord dans la peau du propriétaire dont le bien a été squatté. Mesurons son désarroi et sa colère, de ce couple, de cette famille. Ensuite, mettons-nous dans la peau d'un squatteur. Essayons de comprendre le parcours de vie et parfois les raisons qui ont pu conduire cet homme, ce couple, cette famille à entrer par effraction dans le logement d'autrui. Reconnaissons, mes chers collègues, que s'il est facile pour chacun et chacune d'entre nous de nous identifier à un propriétaire, il nous est parfois plus difficile de nous identifier à un squatteur. Et pourtant, ces squatteurs, ce sont des hommes et des femmes comme nous. Et derrière ce vocable globalisant de squatteur, il y a des réalités différentes que je vais essayer de vous exposer si vous voulez bien m'écouter. Il y a tout d'abord une minorité de squatteurs qui sont des personnes qui ont fait le choix de s'inscrire dans la marginalité, en optant parfois pour un mode de vie communautaire. Il y a ensuite une autre minorité de squatteurs qui sont des hommes et des femmes qui ont été orientés vers un squat par un réseau mafieux ou par des marchands de sommeil. C'est la réalité, nous ne la nions pas, nous ne la minorons pas. À côté de ces situations, il y a aussi l'écrasante majorité des squatteurs
qui sont des personnes pauvres et miséreuses. Ce sont des gens qui sont à la rue au sens propre comme figuré. Ils sont à la rue en raison des aléas et des accidents de la vie. Ces gens, ces femmes, ces hommes, je les ai côtoyés. Parfois dans ma permanence d'élu local, parfois devant les prétoires des tribunaux. J'ai appris à surmonter, mes chers collègues, mes appréhensions et mes préjugés, pour ne pas être tenté de les juger avant même de les avoir connus ou avant même de les avoir écoutés et entendus. Dans les propos que je vais tenir aujourd'hui, j'aurai à cœur de faire preuve de mesure et de tempérance, pour ne heurter et ne blesser personne. Le débat juridique qui nous occupe voit s'affronter deux droits fondamentaux, chacun possédant une valeur constitutionnelle. En premier lieu, le droit inviolable et sacré à jouir de sa propriété privée de son bien. C'est un droit qui est consacré par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. En second lieu, le droit fondamental de chacun à bénéficier d'un toit et d'un logement décent, découlant des articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La confrontation judiciaire entre ces deux normes n'a pour l'heure pas produit une jurisprudence constante, permettant de définir une gradation entre ces deux principes à valeur constitutionnelle. À titre d'exemple, le tribunal de grande instance de Saintes a semblé donner une dimension supérieure au droit au logement, estimant dans un arrêt du 28 mars 1995 qu'il appartenait au juge de déterminer l'état de nécessité permettant le maintien d'une personne dans un bien qui n'est pas le sien. A contrario, plus récemment, en 2019, la Cour de cassation a estimé que l'expulsion de squatteurs était une mesure appropriée et proportionnée eu égard à l'atteinte faite au droit à la propriété par les occupants illégitimes. Ainsi, en l'absence d'une jurisprudence ferme et constante, le droit varie au gré des faits divers qui défraient la chronique médiatique. Cet été, à Théoul-sur-Mer, mais aussi à Rochefort-du-Gard. La présente proposition de loi est la parfaite illustration. Elle est le prolongement du fait divers qui a été très médiatisé. Et en guise de défense, les prévenus avaient justifié ce maintien illégitime dans leurs biens qui ne leur appartenaient pas par l'incapacité des services publics et des bailleurs sociaux à leur trouver un logement dans une des communes des Alpes-Maritimes. Deux éléments peuvent être tirés de cette affaire. Tout d'abord, que notre système judiciaire est parfaitement à même de traiter ce type de litige dans la mesure où les prévenus ont été condamnés à 8 mois de prison avec sursis, ainsi qu'au versement de 15 000 € de dommages et intérêts aux propriétaires de la maison squattée. Si des procédures existent, quel est donc l'objet réel de la proposition de loi ? Si, dans le cas de Théoul-sur-Mer, les services de l'État et les pouvoirs publics ont manqué de diligence et de célérité, car ils méconnaissaient les leviers dont ils disposaient pour évincer les squatteurs, cela ne justifie pas, de mon point de vue, une aggravation des peines encourues. À tout le moins, une circulaire ministérielle au préfet et au parquet aurait suffi. Ensuite, nous pouvons légitimement nous demander si ce fait divers se serait produit, un plus grand nombre de logements sociaux existaient dans les communes assujetties à la SRU. Car c'est bien là le cœur du sujet. La population française se paupérise. La France compte désormais 10 millions de pauvres. Force est de constater que ce phénomène va de pair avec le mal-logement croissant, qui touche environ 4 millions de personnes dans notre pays. Alors que la loi DALLO de 2007 s'était donnée pour mission de garantir un toit à chacun de nos concitoyens, ces promesses et ces objectifs ont du mal à se concrétiser. Année après année, le rapport de la Fondation Abbé Pierre résonne comme un constat d'échec, car la France fait du surplace lorsqu'elle ne régresse pas. Derrière les chiffres du mal-logement, il y a des hommes, des femmes, des enfants qui errent d'hôtel en hôtel, de centre d'hébergement en centre d'hébergement, quand ils ont la chance de trouver une place. Parfois, faute de place, ils dorment dans la rue, sur un banc, sur une bouche d'aération ou devant la porte cochère de nos immeubles. Dans bien des cas, c'était là cet état de nécessité qui pousse certaines personnes à investir des habitations qui ne leur appartiennent pas. Pourtant, alors que cette misère sociale nécessiterait une refonte totale de nos dispositifs d'hébergement et de logement, afin que ceux-ci fonctionnent avec plus d'efficience, l'auteur de cette proposition de loi nous présente un texte dont les solutions ne sauraient endiguer, hélas, le mal-logement à sa source. Ce n'est pas avec la surenchère répressive que nous allons régler le problème. Ce n'est pas avec les postures que nous allons apporter des réponses efficaces à un problème dont nous mesurons la complexité, mes chers collègues. Gardons-nous des réponses simplistes car elles sont vouées à l'échec. Gardons-nous des explications manichéennes car elles seraient nécessairement caricaturales.
Ce n'est pas en alourdissant les sanctions que nous allons dissuader ceux qui n'ont rien ou ceux qui ont peu de squatter. Ces gens-là vivent des minima sociaux. Alors il est illusoire de croire, ou plutôt de faire croire, que les tribunaux vont les sanctionner plus lourdement. Cette proposition de loi entend par ailleurs sanctionner toute publicité ou propagande en faveur de l'occupation frauduleuse d'un lieu. Nous ne pouvons accepter cette pénalisation d'une certaine forme d'action associative, même si elle nous dérange, même si elle nous gêne. Dois-je rappeler que dans toutes les démocraties, et singulièrement en France, c'est parfois l'action non académique, non conventionnelle de certaines ONG qui ont fait bouger le droit. Dois-je rappeler que c'est parfois la désobéissance civile qui a conduit le législateur et les pouvoirs publics à faire évoluer les politiques. Enfin, ce texte propose ce qui est, de mon point de vue, le plus grave. Il propose qu'une personne reconnue coupable de squat puisse être privée pendant 3 ans d'un droit au logement opposable. Cette peine complémentaire ressemble davantage à de l'acharnement qu'à une mesure constructive. Si l'on venait à priver pendant 3 ans une personne de l'accès au droit au logement opposable, ne risque-t-on pas de voir cette personne squatter et resquatter? Je crains que cette disposition ne soit une fabrique à des récidivistes. Le bon sens ne voudrait-il pas que l'on accompagne ces individus vers les dispositifs plutôt que de les en priver? S'attaquant aux conséquences du mal-logement, il va sans dire que cette proposition de loi se trompe de cible. Pour cette raison, le groupe socialiste, écologiste et républicain ne saurait la voter en l'état. Pour autant, notre groupe est bien évidemment opposé à toute forme d'angélisme en matière de squat. En ce sens, nous n'acceptons aucunement les occupations frauduleuses de bâtiments ou résidences secondaires. Aussi, nous nous trouverons toujours du côté de ceux qui défendent le droit constitutionnel du propriétaire à disposer de son bien. Et nous souhaitons œuvrer avec vous, mes chers collègues, avec vous, parce que c'est ensemble qu'on y parviendra, à disposer de son bien. Et nous souhaitons œuvrer avec vous afin que ces propriétaires puissent continuer à jouir sans crainte, sans restriction et sans entrave. Lorsqu'un propriétaire se trouve confronté à un locataire indésirable, la loi doit pouvoir continuer à jouer son rôle. Plus que d'une loi d'affichage... Non. Là, pardon, mais c'est terminé. Merci. Merci, Monsieur le Président. La parole est maintenant à Monsieur Stéphane Ravier pour les non-inscrits pour 3 minutes. Eh ben, ça va. Président. Autant vous le dire, ça va pas être la même chanson, hein. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, cette proposition de loi vise à mieux lutter contre les squats, but ô combien louable, si je puis dire, et qu'il convient d'atteindre sans délai. Depuis des décennies, la loi n'a cessé de renforcer les droits des locataires au point de protéger les squatteurs, au détriment, bien sûr, des propriétaires. Beaucoup passant dès lors des années à se battre à grands frais d'avocats pour tenter d'obtenir la libération de leur logement. Des petits propriétaires qui comptaient sur le fruit du travail de toute une vie pour obtenir un complément de retraite et qui se retrouvent dans les pires difficultés financières pour ne plus percevoir de loyer. Ils n'ont donc plus les moyens d'entretenir leur logement que les squatteurs saccagent en quelques mois. Des exemples comme cela, je pourrais vous en citer des centaines à Marseille. Les Rosiers, la Morlette, le Parc Corot, le Campus, des résidences privées qui sont tombées entre les mains de dealers, de clandestins, de marginaux, tous squatteurs, mais tous protégés par la loi. Des propriétaires à bout de force, sans soutien, finissent par abandonner purement et simplement leurs biens. Conséquence, des conditions toujours plus draconiennes exigées des locataires, tant les propriétaires craignent, à juste titre donc, de se retrouver avec des mauvais payeurs qui occupent leur logement, ce qui ne fait que développer encore davantage la crise du logement, notamment chez les jeunes, qui ont toujours plus de mal à se loger, qu'ils soient actifs ou étudiants. La raréfaction de la location entraînant mécaniquement une hausse des loyers, c'est une fois de plus les honnêtes gens à la recherche d'un logement qui sont financièrement pénalisés. Malheureusement, la Commission a décidé de supprimer toute une partie de la proposition de loi pour se concentrer sur les squatteurs qui rentrent de force sur des propriétés. Vous avez même voulu préserver la trêve hivernale pour les squatteurs qui ne seraient pas entrés de force dans un logement. La France, ce merveilleux pays où on protège les hors-la-loi. À Marseille, nous sommes confrontés de façon récurrente à ce phénomène, souvent issu de la communauté rome.
Ces squatteurs, épaulés par des associations d'extrême gauche, dont nous avons un digne représentant ici, et qui connaissent bien le droit, s'installent sur des terrains nus ou des logements inoccupés et les transforment rapidement en véritables décharges. Et c'est tout un quartier qui en subit une insécurité matérielle, physique et sanitaire. Combien de fois ai-je dû intervenir personnellement de jour comme de nuit pour empêcher le pire ? Ce texte va renforcer les sanctions et faciliter les procédures, c'est évidemment positif. Mais il fait l'impasse sur la réalité du terrain. Le manque de moyens policiers pour intervenir rapidement, le délai de carence n'étant que de 48 heures. Au-delà, pour le propriétaire, c'est le parcours du combattant qui peut durer des années. Ce texte a beau renforcer la loi, tant qu'il n'y aura pas assez de policiers pour la faire respecter, elle restera lettre morte. Protéger les propriétaires, c'est protéger les logements, la location et donc les locataires. Pour préserver le droit au logement, nous devons garantir d'abord le droit à la protection de la propriété immobilière. Merci. La parole est maintenant à M. Alain Marc pour le groupe indépendant pour 5 minutes. Ainsi va la vie, Monsieur Sueur. Allez, nous écoutons Monsieur Alain Marc. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Régulièrement, des affaires de squat défraient la chronique. Elles sont toutes plus invraisemblables les unes que les autres. Chaque fois, elles nous laissent sans voix. Un brin d'empathie suffit pourtant à comprendre le sentiment d'injustice qui sidère tous ces propriétaires, soudainement privés de la jouissance de leurs biens. Malheureusement, ces affaires ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Nous avons tous connu, que ce soit dans notre vie privée ou au cours d'un engagement local, des affaires de squat qui n'ont pas défrayé la chronique. Ces propriétaires se trouvent alors désemparés et ne peuvent pas compter sur l'indignation médiatique pour faire entendre leurs revendications légitimes. Dans ces cas-là, un constat s'impose, la loi protège de fait les squatteurs davantage que les propriétaires. Or, ce sont eux que nous devons ici défendre. Je crois que nous sommes très nombreux sur ces bancs à considérer que cette situation n'est pas acceptable. C'est chose normale au Parlement puisque les affaires de squat remettent en cause le droit inviolable de la propriété consacré par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est d'ailleurs ce qu'a très justement rappelé notre collègue Dominique Estrosi Sassone dans l'exposé de sa proposition de loi, dont je salue l'initiative au nom de mon groupe. Cette proposition de loi tendant à garantir le respect de la propriété immobilière contre le squat répond à des attentes fortes, alors que nombre de nos concitoyens se désolent de l'impuissance publique face à de telles situations d'injustice. Car il faut dire que le droit actuel se révèle inopérant en la matière, soit par manque de clarté sur les protections offertes aux propriétaires dont les biens sont squattés, soit par une mauvaise application des dispositions prévues. En tout état de cause, je partage le diagnostic établi par l'auteur et partagé par la Commission. Un renforcement du droit actuel s'impose. C'est notamment le cas avec l'article 1er qui vise à augmenter la peine encourue en cas de violation de domicile. Comme cela a été rappelé, le Sénat a déjà adopté cette mesure dans le cadre du projet de loi « Accélération et simplification de l'action publique ». J'espère qu'une nouvelle adoption permettra enfin d'aboutir à des résultats concrets. Cependant, notre action de législateur ne saurait se concentrer sur le cas de violation de domicile. Et pour cause, compte tenu de la jurisprudence, la définition du domicile, quoiqu'elle soit très large et ne distingue pas les résidences principales des résidences secondaires, ne permet pas de couvrir efficacement l'ensemble des cas de figure qui justifient cette initiative législative. C'est notamment le cas pour les appartements vides, les locaux professionnels ou même les terrains non construits. C'est pourquoi la création d'un délit autonome d'occupation frauduleuse d'un immeuble, tel que prévu par l'article 2, me paraît opportune. Cette mesure élargit le champ des cas qui seront couverts par la loi. Les articles suivants de la proposition de loi s'inscrivent dans la même logique. Ils renforcent les pouvoirs de sanction contre les squatteurs et assouplissent les conditions d'application, ce qui devrait rendre le droit applicable plus opérationnel. Idem concernant la répréhension de toute communication visant à inciter le squattage. Nous avons tous à l'esprit certains collectifs et certaines associations qui ont fait de ces actions leur marque de fabrique, voire leur raison d'être.
Je ne leur fais pas de procès d'intention, car je sais qu'il s'agit souvent de militants animés par de bons sentiments, mais nous devons constater qu'ils alimentent le phénomène des squats que nous dénonçons et qu'ils réduisent au silence de nombreux propriétaires dont les biens sont spoliés. Nous devons être fiers de défendre le droit de propriété qui se trouve au fondement de notre démocratie. À cet égard, les précisions apportées par le rapporteur sur le texte ont utilement précisé le champ d'application du délit afin de ne pas créer de confusion malvenue. Pour terminer, je veux avoir un mot plus général concernant la position de la Commission sur la proposition de loi. Les précisions et restrictions apportées au dispositif permettent de mieux cibler les cas particuliers des squats. Elles adaptent ainsi la lettre de la loi à son esprit. Cela devrait limiter les risques d'interprétation excessive, et c'est heureux. Cependant, cette focalisation laisse sans réponse bon nombre des cas problématiques rencontrés par nos concitoyens. C'est tout le débat sur l'opportunité d'expliciter, dans le texte de la loi, la façon dont les occupants sans droit ni titre se sont introduits dans l'immeuble. Cette précision limite le dispositif en même temps qu'elle le rend plus opérant sur les cas visés. Cependant, elle exclut du champ de cette loi un large pan des cas d'occupation illicite. Les problèmes liés aux locataires défaillants ne sont donc pas résolus par ce texte. En conclusion, mes chers collègues, le groupe Les Indépendants approuve largement ce texte qui apporte des réponses concrètes aux problèmes de nos concitoyens. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à M. Guy Benarroche pour le groupe écologiste pour 5 minutes. Un peu de calme. Merci. Merci. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame Estrosi Sassone, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je vous sens très motivé par ce débat et ce projet de loi, j'en suis heureux. Nous sommes amenés aujourd'hui à nous prononcer sur un sujet que l'actualité et les chaînes d'information télé ont récemment mis en avant avec cette fameuse affaire dite de Théoul, les difficultés d'expulsion des squatteurs qui sont réelles. Les auteurs ainsi que le rapporteur de cette PPL ont lié cette initiative justement à ce fait divers et j'aurai l'occasion d'y revenir, tant sur le fond de l'affaire que sur cette sorte de précipitation que nous connaissons bien, à proposer une loi par fait divers. Cette PPL est basée sur une prémisse simple, le squat comme conséquence de la carence du droit actuel, insuffisant à dissuader les squatteurs et leurs complices et à garantir le droit des propriétaires. En quelque sorte, une absence d'équilibre à corriger entre le droit au logement et le droit à la propriété. En fait, je dirais, et je suis certain que vous le pensez tous, que ces deux droits n'ont pas à être mis en concurrence. Alors certes, il faut permettre un recours rapide à l'autorité publique pour expulser des occupants illégaux d'un domicile principal ou secondaire. Et la loi ASAP, Madame la Ministre l'a rappelé, adoptée en octobre 2020, me semble le permettre et a même considérablement durci la répression à l'égard de ces squatteurs. Pourtant, les auteurs de cette PPL proposent d'aller plus loin, à notre avis, beaucoup trop loin. Sans trop m'attarder sur le texte originel, que j'ai trouvé trop caricatural, je me suis attaché à fonder ma réflexion sur la base des travaux très étayés du rapporteur, bien plus modérés, mais qui ne me semblent pas atteindre, selon moi, un juste équilibre. Je vous remercie d'approuver. Je pense que c'est la modération de M. Leroy qui fait l'admiration. J'avais bien compris. Allez-y, M. Benarroche. Merci de laisser poursuivre, M. Benarroche. Ce que crée cette loi, c'est bien un délit d'occupation d'un bien immobilier, basé non plus sur le domicile, sur le fait que ce bien serve de logement. La notion de domicile et sa protection relèvent principalement du droit à la vie privée. Le texte à l'étude souhaiterait étendre et infliger de nouvelles sanctions à toutes les personnes qui se maintiennent dans un bien immobilier, quel que soit son usage et quelle que soit sa vacance. Je salue de nouveau, puisque je sens que vous appréciez, le travail de la Commission pour apporter des précisions afin de ne pas englober les locataires défaillants et de ne pas mettre en situation, de ne pas les mettre en situation de subir la procédure d'expulsion dérogatoire d'ALO. Dans le cas de l'affaire de Théoul-sur-Mer,
Ce droit actuel est suffisant et seule une mauvaise connaissance et application par les services préfectoraux de cette procédure dérogatoire ont conduit à la situation regrettable que nous avons tous en tête et au sentiment d'un État qui ne protège pas les propriétaires. Nous le savons, nous le vivons dans toutes nos communes. La problématique du mal-logement est un sujet majeur. 3,9 millions de mal-logés, 300 000 SDF, que beaucoup de nos derniers présidents de la République ont annoncé vouloir résoudre. Le droit au logement est reconnu comme objectif de valeur constitutionnelle. Mais les politiques de logement en France n'ont pas réussi à rendre ce principe effectif. Beaucoup d'associations de droit au logement se battent pour aider des personnes en difficulté. Aucune réquisition d'immeubles vides, privés ou publics, n'a jamais été proposée. Et nous attendons encore un grand plan d'accueil et d'aide au logement. Alors, renforcer l'arsenal pénal en étendant en quelque sorte le champ des squatteurs et le périmètre des condamnés possibles dans ce contexte de progression du mal-logement est-il réellement approprié ? Trop de portes s'ouvrent dans votre proposition de loi pour des sanctions non pas liées à une situation de squat intolérable, mais à des occupations en lien, par exemple, avec des actions revendicatives, militantes, voire de réquisitions légitimes ou même d'informations pouvant être assimilées par ce texte à des incitations au squat sur Internet. Vous les ouvrez, ces portes, je m'en excuse. L'occupation illicite par des associations ou des collectifs de bureaux vides depuis des années pourra-t-elle être sanctionnée ? Oui. Qu'en serait-il des pénalités encourues pour l'occupation lobby d'une entreprise lors d'une action associative ou militante ? La loi pourrait-elle s'appliquer à l'occupation d'un terrain sans destination ? Reste la mesure encore plus problématique qui prévoit l'interdiction de se prévaloir du droit au logement opposable pour les personnes condamnées par l'occupation frauduleuse d'un bien. De quoi s'agit-il en fait ? De condamner des personnes en manque de logement à ne pas pouvoir bénéficier du droit au logement. Les propriétaires ne peuvent plus subir les défaillances de l'État incapable, parfois, lorsqu'ils sont dans leur droit, de leur permettre de reprendre possession de leur logement. Il faut conclure, là. Je conclue, Monsieur le Président. Les occupants illégaux, pour qui le squat est souvent un dernier recours, faute d'autres solutions, ne peuvent pas subir les conséquences d'une gestion discutable des services de l'État. Voilà quelques éléments suffisamment préoccupants qui amènent le groupe écologiste Solidarité et Territoires à voter contre cette proposition de loi. Bien. La parole est maintenant à M. Thani Mohamed Soilihi pour le groupe RDPI pour 6 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, dont notre collègue Dominique Estrosi Sassone, que je remercie sincèrement de soumettre cette PPL à nos débats. Nous avons tous en tête, sur ces bancs, de récentes affaires qui, connaissant un retentissement médiatique, ont choqué l'opinion publique et qui nous ont aussi, en tant que législateurs, interpellés. Je pense à la situation de ce couple de retraités qui n'a pas pu entrer dans sa résidence secondaire de Théoul-sur-Mer, habitée par des squatteurs qui en avaient changé les serrures, ou encore à celle du Petit Cambodge, ce restaurant meurtri par les attentats de novembre 2015, dont le local était occupé par des militants anti-gentrification. Je pense encore à ces propriétaires de Saint-Honoré-les-Bains, Avignon ou encore Le Mans. Fort heureusement, ces situations sont exceptionnelles, mais laissent à ceux qui les vivent un sentiment de grande injustice tout à fait légitime. La présente proposition de loi entend, par 4 articles, apporter une réponse aux propriétaires victimes de squats qui se sentent trop souvent démunis dans la situation qu'ils rencontrent. Pour ce faire, elle propose tout d'abord d'aggraver les peines encourues en cas d'introduction ou de maintien dans le domicile d'autrui. Le groupe RDPI soutient cette mesure qui avait été adoptée lors de l'examen du projet de loi Accélération et simplification de l'action publique. Cette disposition, votée avec le soutien du gouvernement, a néanmoins été censurée comme cavalier législatif le 3 décembre dernier par le Conseil constitutionnel. Son intégration dans la loi, dans la continuité de l'accord dont elle avait fait l'objet en CMP, nous paraît justifiée.
En revanche, et malgré le travail du rapporteur pour essayer de garantir, dans le texte issu de l'examen en commission, une conciliation plus équilibrée entre le respect de la propriété immobilière et le droit au logement, nous ne sommes pas convaincus par le reste des solutions proposées. Je pense notamment au nouveau délit introduit par l'article 2 et qui pourrait être assorti d'une peine complémentaire par laquelle l'auteur de l'infraction ne pourrait se prévaloir pendant 3 ans du droit au logement opposable. Cela alors même que le droit au logement décent constitue un objectif de valeur constitutionnelle. Et alors même qu'il peut apparaître assez paradoxal, pour lutter efficacement contre le squat, de ne pas essayer d'empêcher les conditions de nature à reproduire les faits pour lesquels les intéressés ont été condamnés. Je pense également à la division par 2 du délai dont le préfet dispose dans la procédure administrative d'évacuation forcée pour examiner les demandes de mise en demeure. Il nous semble que le délai de 48 heures introduit dans la loi ASAP, promulguée en décembre seulement et qui, encore une fois, a fait l'objet d'un accord en CMP, est de nature à garantir une bonne application de cette procédure dérogatoire par les préfectures. Plus généralement, il est important de rappeler que le législateur, sensibilisé aux problèmes rencontrés par les propriétaires, a récemment adopté des garanties pour renforcer et accélérer la procédure administrative d'évacuation forcée, ainsi que la procédure judiciaire d'expulsion qui s'applique plus largement. Il en est ainsi de la loi Elan de 2018 qui a écarté, pour l'expulsion des squatteurs dans le cadre de la procédure judiciaire, le délai de 2 mois pour libérer le lieu occupé, ainsi que la trêve hivernale. Il y a également la loi ASAP du 7 décembre 2020 déjà citée, qui a non seulement amélioré la célérité de la procédure administrative d'évacuation forcée, mais qui a également étendu explicitement son application aux résidences secondaires et occasionnelles, ainsi qu'à toute personne dont le domicile est occupé et aux personnes agissant pour leur compte. Les outils pour lutter contre le squat existent. Ils ont fait l'objet d'un travail conjoint du Sénat et de l'Assemblée nationale dans les rédactions de compromis adoptées en CMP. Toutefois, et vous le reconnaissez vous-même, monsieur le rapporteur, dans votre rapport, ils sont méconnus et mal appliqués. Au regard des difficultés rencontrées par ces propriétaires victimes, il est indispensable de préciser l'interprétation des textes et de mieux faire connaître la procédure administrative dérogatoire à ceux qui ont vocation à l'appliquer. C'est à cette fin que vos services préparent, Madame la Ministre, une circulaire. Pourriez-vous nous éclairer sur son calendrier ? Pour toutes ces raisons que je viens de formuler devant vous, et parce que nous pensons qu'une nouvelle modification de la loi faisant évoluer les équilibres actuels ne serait pas de nature à clarifier et à renforcer les dispositifs en vigueur pour lutter efficacement contre le squat, le groupe RDPI ne votera pas ce texte. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à M. Jean-Yves Roux pour le groupe RDSE pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, derrière les procédures administratives et judiciaires, il se découvre souvent des principes essentiels de notre société. En cela, le philosophe John Locke, dont la pensée participa à la constitution de nos régimes démocratiques et libéraux, écrivait que la fin capitale et principale en vue de laquelle les hommes s'associent dans les républiques et se soumettent à des gouvernements, c'est la conservation de leur propriété. Il va de soi qu'une telle idée suggère quelques nuances et de nombreux commentaires. Il n'en demeure pas moins qu'elle rappelle la dimension essentielle pour notre pacte social, qu'il y a à garantir la protection du droit de propriété de nos concitoyens. Car les patrimoines sont souvent le résultat du travail de chacun, acquis dans l'effort, de sorte que nous saurions ainsi admettre qu'ils puissent faire l'objet d'une approbation légitime et illicite d'autres individus, à l'image des squatteurs, sujets de cette proposition de loi. Certes, le squat résulte aussi de causes complexes, parmi lesquelles la précarité et le mal-logement. C'est d'autant plus vrai actuellement, alors que nous traversons une crise inédite qui perdure et participe à la paupérisation de notre société
et que nous sommes entrés depuis plusieurs semaines dans la période hivernale. Aussi, il est impératif d'apporter des solutions à ceux qui, dans la détresse, en viennent à occuper illégalement les immeubles. Seulement, les solutions auxquelles nous devons réfléchir ne sauraient se traduire par une forme de tolérance permissive pour le squat et les occupations frauduleuses. Les modifications apportées au régime des procédures d'expulsion par les lois Elan puis ASAP ont permis d'offrir des premières réponses aux propriétaires lésés. Mais il est possible d'aller plus loin en affirmant encore davantage les droits des propriétaires démunis. Dans cette perspective, les dispositifs prévus par cette proposition semblent opportuns. À l'image de ce qui s'est passé à Théoule-sur-Mer l'été dernier, chacun d'entre nous trouvera dans son département des exemples où des propriétaires ont dû faire face à des squatteurs indélogeables et qui, en plus, occupaient leurs biens immobiliers. Une telle situation est intolérable et est souvent produite par le fait qu'il faille justifier de la qualité de domicile du bien pour pouvoir bénéficier de procédures accélérées. Or, pourquoi devoir justifier de l'usage que chacun souhaite faire de ses propriétés pour pouvoir en jouir pleinement ? Nous ne parlons pas ici de biens sciemment mis en rétention du marché pour spéculer, mais hors de ce cas, les propriétés doivent être protégées efficacement. La création d'une nouvelle infraction d'occupation illicite, frauduleuse et satisfaisante en ce sens, tout comme la révision des procédures d'expulsion normales ou simplifiées qui s'adapteraient mieux à l'ensemble des propriétés. Le texte permet tout de même une forme de compromis qu'il convient de souligner, en réprimant davantage l'occupation frauduleuse lorsqu'elle-ci a lieu dans un domicile. Ainsi, les domiciles restent l'objet d'un dispositif renforcé, sans pour autant que les autres propriétés soient sous-protégées. Toujours dans un esprit de compromis et de mesure, la proposition envisage de sanctionner les personnes qui feraient la promotion du squat en publiant ce qu'on peut qualifier de mode d'emploi pour les squatteurs. Pour autant, le dispositif finalement retenu devrait ne pas concerner les associations luttant contre le mal-logement. C'est une bonne chose. Il y a néanmoins un aspect dans cette proposition qui pourrait poser une difficulté concrète. Cela concerne les sanctions infligées aux squatteurs. Certes, il faut renforcer l'efficacité des procédures d'expulsion, tout comme il est légitime de vouloir sanctionner davantage les squatteurs, mais il demeure que les individus sanctionnés sont souvent des personnes en marge et dont les ressources sont réduites, voire inexistantes. La répression est évidemment nécessaire. Seulement, il ne faut pas qu'elle conduise à un cercle vicieux, maintenant les squatteurs dans la précarité. Aussi, nous nous interrogeons sur la possibilité laissée au juge de décider que la personne condamnée pour occupation frauduleuse d'un immeuble ne pourra se prévaloir, pendant une durée maximale de 3 ans, des dispositifs de droit au logement opposables. La menace d'une telle sanction pourrait peut-être en dissuader certains, mais elle peut aussi conduire, si elle est prononcée, à empêcher l'accès au logement du condamné, au risque qu'il entre en voie de récidive en occupant à nouveau frauduleusement un immeuble. Bien entendu, nous devons compter sur le discernement des juges, mais si cette disposition est adoptée, il faudrait être vigilant quant à son application et l'efficacité d'un tel mécanisme pour veiller à ce qu'il ne produise pas des effets contraires à ceux espérés. Cette remarque faite, le groupe RDSE votera en faveur de ce texte. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Madame Marie-Claude Varayas pour le groupe CRCE pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, sans surprise, les sénateurs et sénatrices communistes du groupe CRCE seront opposés à cette proposition de loi, tant dans son esprit, tant dans son esprit que dans son contenu. Merci de bien vouloir me laisser aller au bout de mon propos. Soyons clairs, le droit de propriété doit être respecté. Il s'agit d'un droit, je peux parler plus fort, il s'agit d'un principe constitutionnel. Personne ne peut s'installer chez autrui à l'encontre de sa volonté. Je crois ici d'ailleurs que personne ne le conteste. Ainsi, seule la puissance publique, lorsque l'intérêt général l'exige, peut décider de faire primer d'autres droits constitutionnels sur le droit de propriété en fixant les conditions de ces aménagements et la juste indemnité pour les propriétaires. C'est notamment le cas, d'ailleurs, lors de la mise en œuvre de la trêve hivernale et du droit de réquisition. Au-delà de la question juridique,
Se dresse, mes chers collègues, lorsque nous abordons ces questions, la réalité du mal-logement dans notre pays. Ainsi, il faut le savoir, 902 000 personnes n'ont toujours pas de logement. 643 000 personnes sont hébergées. 91 000 vivent dans des abris de fortune. 25 000 dorment à l'hôtel et 300 000, depuis la crise sanitaire, hommes, femmes et parfois avec des enfants, vivent dans la rue. Le président Macron avait pourtant promis en 2017 que cesserait cette situation. Il nous semble alors qu'il est urgent et prioritaire d'agir enfin en ce sens, faute de quoi le renforcement de l'arsenal répressif sera sans effet ou presque. Comment opposer le droit à ceux dont les droits premiers sont bafoués, et notamment celui d'avoir un toit ? La force de la nécessité est malheureusement plus forte que la loi, et ce que l'on qualifie de délit continuera à exister, non pas par vice, mais par nécessité vitale. Il faut alors nous interroger collectivement sur ce que cette situation exprime. Au-delà des cas individuels douloureux, il s'agit d'une réalité politique et sociale. Pour cette raison, nous considérons que cette proposition de loi n'est pas opportune en ne traitant que l'aspect répressif indépendamment du problème social et je dirais même éthique. Ainsi, elle permet de sanctionner plus lourdement le squat du domicile, déjà pénalement sanctionné. Par ailleurs, elle crée un nouveau délit autonome élargi à l'occupation de tout immeuble. Cette disposition permet ainsi la constitution d'un nouveau délit légalisant des expulsions actuellement illégales et reconnues comme telles par la jurisprudence de la Cour de cassation. Cette option avait pourtant été écartée par la loi ASAP suite à une forte mobilisation des associations du mal-logement. Elle fait son retour dans cette proposition de loi avec un spectre très large puisque tout immeuble est visé et donc les logements vacants, mais également les bureaux vacants, les biens inhabitables tels les garages. Certes, la Commission a réduit la voilure. C'est vrai, si tous les immeubles sont touchés par la nouvelle infraction pénale, seuls les logements vacants seront désormais inclus dans la procédure accélérée, mais nous parlons quand même de 3 millions de logements. Cette disposition nous semble inacceptable, alors qu'il convient au contraire de sanctionner la rétention de logements dans le cadre d'un marché ultra tendu, faisant le jeu de la spéculation. Cette proposition de loi va plus loin. Elle permet d'attaquer des associations qui revendiquent l'occupation des immeubles vides comme la conséquence du non-respect du droit au logement. Il s'agit pourtant d'un acte politique et citoyen dénonçant l'absence de prise en compte par l'État de ses responsabilités. Initialement, la proposition de loi venait, y compris, fragiliser pénalement les personnes menacées d'expulsion par de nouvelles infractions pénales. Un comble. Enfin, en excluant du bénéfice du DALO ces personnes durant 3 années, la proposition de loi se place dans une volonté ultra-répressive. Cela semble totalement contre-performant, car parfois ces mêmes personnes ont engagé toutes les démarches en vue de leur relogement. L'État peut même avoir été condamné à les reloger au titre du DALO. C'est donc un contresens manifeste et une violation directe du droit au logement, pourtant constitutionnellement reconnu. Enfin, comme le rappelaient les associations signataires de la tribune parue dans le journal Libération lors de l'examen de la loi ASAP, l'urgence sociale est bien celle de résoudre la crise du logement. L'urgence est bien la construction de logements sociaux et, a fortiori, dans les communes qui ne respectent pas la loi SRU. Au rétablissement des APL, comme le proposait notre proposition de loi, à taxer les profits immobiliers, à financer la résorption des bidonvilles, au financement du droit à la domiciliation. Il convient ainsi prioritairement de réparer le problème plutôt que de l'aggraver, s'appuyant habilement sur l'émotion de situations particulières pour détricoter toutes les protections collectives. Pour toutes ces raisons, nous voterons contre ce texte que nous considérons démagogique et populiste. Merci. Disons, si j'avais su que ça provoquait autant d'émoi, ce texte. Bien, la parole est maintenant à monsieur Loïc Hervé pour le groupe Union centriste pour 8 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues,
La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Tels sont les mots qui consacrent le droit de propriété en France à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui fait par ailleurs l'objet d'une protection constitutionnelle. Cette notion de propriété est l'objet même de la proposition de loi que nous examinons cet après-midi, tendant à garantir le respect de la propriété immobilière contre le squat. Cet article résonne d'autant plus aujourd'hui, à l'instar des récentes affaires qui ont marqué l'intérêt de nos concitoyens. À Théoul-sur-Mer, où un couple de retraités a eu la mauvaise surprise de voir sa résidence secondaire occupée par une famille avec 2 enfants, ou à Paris, où un local du restaurant Le Petit Cambodge a été squatté par un collectif militant anti-gentrification. Ces affaires révèlent que les dispositifs existants, notamment la procédure de l'article 38 de la loi Dallot du 5 mai 2007, en matière de répression des faits de squat dans notre pays, ne sont, faute d'instructions claires, ni suffisamment dissuasifs à l'égard des squatteurs, ni suffisamment connus des préfectures et des forces de police ou de gendarmerie, voire des propriétaires eux-mêmes. Le résultat, nous le connaissons, c'est l'incompréhension et le désarroi des propriétaires privés de leurs biens pendant des mois et qui ont l'impression que l'État respecte davantage les squatteurs que le droit de propriété. Je tiens ainsi à saluer et à remercier nos collègues Dominique Estrosi Sassone, auteur du texte, qui par cette proposition de loi a souhaité restaurer les droits des propriétaires, et Henri Leroy, rapporteur de la commission des lois, pour son travail. Il a su préserver l'équilibre nécessaire entre le droit de propriété, garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et le droit au logement, reconnu comme objectif constitutionnel. L'objectif poursuivi par le texte est donc de renforcer la lutte contre le squat, d'une part en aggravant la peine en cas d'introduction ou de maintien dans le domicile d'autrui. Pour rappel, cette mesure avait déjà été adoptée par le Parlement lors de l'examen du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique, ASAP, mais elle a été censurée par le Conseil constitutionnel. D'autre part, en créant une infraction nouvelle d'occupation frauduleuse d'un immeuble, renforçant la protection de tous les biens immobiliers et non seulement du domicile. Les modifications apportées par notre commission ont déjà été rappelées, mais il me semble nécessaire de revenir sur les plus importantes afin de bien comprendre l'ambition de cette PPL qui est, je le rappelle, de mieux protéger la propriété immobilière contre les squatteurs en visant l'ensemble des biens immobiliers. Tout d'abord, sur la proposition de notre rapporteur, nous avons souhaité préciser que le délit d'occupation frauduleuse est constitué si et seulement si l'auteur des faits s'est introduit dans les lieux à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes. Sont donc visés spécifiquement les squatteurs et non les locataires qui rencontreraient des difficultés pour honorer leur loyer. Également, dans un souci de gradation des peines et afin que celles-ci soient les plus dissuasives possibles, nous avons souhaité punir plus sévèrement le squat d'un domicile que celui de locaux qui ne sont pas utilisés à des fins d'habitation. La Commission a considéré, s'agissant de l'occupation frauduleuse d'un immeuble, qu'une peine ramenée à 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende serait plus appropriée. Par ailleurs, à l'heure où de nouvelles formes d'incitation au squat se développent, la Commission des lois a voulu sanctionner les personnes qui en proposent de véritables modes d'emploi. Il s'agit là de pénaliser l'ensemble des méthodes qui facilitent ou incitent à la commission du délit d'occupation frauduleuse d'un immeuble. Enfin, et toujours dans l'objectif de concentrer les dispositions de cette PPL sur les seuls squatteurs, notre commission a redéfini le champ d'application de l'article 3 du texte. Comme indiqué précédemment, ce sont les récentes affaires de Théoul-sur-Mer et du Petit Cambodge à Paris qui ont suscité l'intérêt, ou plutôt incité notre collègue auteur du texte à encadrer davantage les sanctions prévues contre les squatteurs. Ainsi, la procédure de l'article 38 de la loi Dallot n'est étendue qu'aux seuls locaux à usage d'habitation, y compris ceux qui sont destinés à le devenir, et le délai accordé au préfet pour examiner la demande de mise en demeure est réduit à 24 heures. Pour rappel, le Sénat, lors de la discussion du projet de loi ÉLAN, en 2018, à l'initiative de notre collègue Marc-Philippe Daubresse, avait adopté un amendement en ce sens, mais il n'avait pas été retenu en commission mixte paritaire. Je tiens donc à saluer les différents apports de notre commission des lois. La création d'une nouvelle infraction pénale exclusivement concentrée sur les squatteurs est honorable, mais mes chers collègues, ne perdons pas de vue qu'elle sera intrinsèquement liée aux moyens effectivement mis en œuvre pour expulser les squatteurs. Autrement dit, il y a le droit théorique et sa mise en œuvre.
Entre les deux, il y a souvent une décision, voire une volonté administrative ou politique. Et je me permets, Madame la Ministre, de faire un parallèle avec le texte suivant, puisque nous reparlerons dans quelques heures de cette question-là, de la loi votée au Parlement et de sa mise en œuvre concrètement sur le terrain et du délai qui peut exister entre les deux choses. Quoi qu'il en soit, vous l'aurez compris, mes chers collègues, à l'heure où de nombreux faits de squat se multiplient sur le territoire national, il est nécessaire d'agir et d'encadrer spécifiquement ces actes et de protéger le droit de propriété inviolable et constitutionnellement garanti. C'est pourquoi, avec mes collègues du groupe de l'Union centriste, nous voterons pour le texte issu des travaux de la commission des lois. Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant pour 5 minutes à Madame Valérie Boyer pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes très chers collègues, le droit de propriété est affaibli. Pourtant, des parlementaires tentent depuis de nombreuses années de le préserver. Je veux d'ailleurs saluer l'excellent travail de notre collègue Dominique Estrosi Sassone au Sénat, mais aussi du député Julien Aubert ou encore de nos collègues Henri Leroy ou Catherine Procaccia. L'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est très clair. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Même si le droit de propriété a une valeur constitutionnelle, nous sommes toujours face à des violations de domicile et d'occupation de biens immobiliers par des squatteurs. En 2015, une dame de 83 ans avait ému tous les Français en luttant pendant 18 mois pour récupérer sa propriété. À Garges-les-Gonesse, un propriétaire dont la maison a été occupée s'est vu opposer par les squatteurs un ticket de livraison de pizza pour établir leur présence depuis plus de 48 heures. C'est lamentable. Les squatteurs savent bien que, passé ce délai, la procédure d'expulsion par la police se complexifie, même si la loi du 24 juillet 2015 est intervenue pour la rendre plus acceptable. L'incapacité de notre droit à défendre concrètement le droit de propriété aboutit désormais à un recours inquiétant à la justice privée. Et c'est ce qui s'est passé à Garges-les-Gonesse, où ce sont des jeunes de la ville de Garges-les-Gonesse qui se sont organisés sur des réseaux sociaux pour expulser eux-mêmes les occupants de la maison. Au mois d'août 2018, à Montpellier, un squatteur a été jusqu'à lancer une action contre la propriétaire du logement pour violation de domicile. L'été 2020 a malheureusement été également le témoin de telles atteintes au droit de propriété, les médias se faisant notamment l'écho de la situation du couple lyonnais ayant découvert leur résidence secondaire à Théoul-sur-Mer, comme vous l'avez rappelé, qui était squattée et les serrures changées. En l'absence d'une ordonnance d'expulsion, les propriétaires légitimes ont pu retrouver immédiatement et en toute légalité la jouissance de leurs biens. Malheureusement, les cas médiatisés ne sont pas les seuls. Et il y a de nombreux autres, même si le phénomène est difficilement quantifiable. Ces atteintes manifestes au droit de propriété sont inacceptables. Les propriétaires victimes de ces occupations illicites, qui ne font pourtant valoir que leurs bons droits, se trouvent dans une situation d'impuissance à laquelle nous devons répondre. Eu égard aux différentes situations dans nos circonscriptions concernant les occupations illicites, il est logique que nous, représentants du peuple français, représentants des communes, nous fassions ce qui est en notre pouvoir pour mieux protéger nos concitoyens. Nous ne sommes pas seulement face à des faits divers, nous sommes souvent face à de véritables drames. Nous sommes surtout face à une réalité. Le droit n'est pas respecté. Les propriétaires se sentent souvent démunis, voire abandonnés par les pouvoirs publics. Pire, ils estiment que le droit n'est pas de leur côté et qu'à l'inverse, ils protègent ceux qui occupent leur maison en toute illégalité. Ces situations anormales et inadmissibles défient ouvertement l'autorité de l'État et sa capacité à garantir l'ordre public. Ce n'est pas acceptable dans un État de droit. Si l'État ne remplit pas ses obligations les plus élémentaires, comme celle de faire cesser les atteintes au droit de propriété, alors notre contrat social est en péril. C'est pourquoi il est de notre devoir de parlementaires d'agir en visant 2 objectifs. Premièrement, protéger le droit de propriété. Deuxièmement, permettre à la puissance publique d'agir et d'agir vite. 4 mesures simples, mais qui garantiront plus de justice pour nos concitoyens, en augmentant la peine encourue en cas de violation de domicile, en créant un nouveau délit d'occupation frauduleuse d'un immeuble, en réduisant les délais légaux permettant le prononcé de l'expulsion, enfin en mettant en cohérence du Code des procédures civiles d'exécution. Le texte proposé par le groupe Les Républicains, que je vous invite à voter, mes très chers collègues, permet de lutter contre le recours à une justice privée qui est la conséquence regrettable d'une action publique souvent impuissante. Et permettez-moi de vous rappeler, mes chers collègues, que dans notre pays, où nous avons 65% de dépenses publiques, 45% de prélèvements obligatoires, on ne peut pas dire que la solidarité soit en reste. De plus, les propriétaires participent à la solidarité nationale.
tout au long de l'acquisition de leur propriété et même au-delà de leur mort, puisque les droits de succession sont parmi les plus élevés du monde. Alors, la moindre des choses, c'est de les protéger, surtout que près de la moitié des propriétaires privés sont des petits propriétaires qui ont acquis ce bien pour avoir un complément de revenus. Ne pas les aider, c'est faire en sorte que nous avalisions des politiques antisociales. Aussi, mes chers collègues, aujourd'hui, il y a des décennies de souffrance pour ces propriétaires, des décennies d'angoisse aussi, des citoyens honnêtes qui ont été broyés par les travers du droit. Ils nous regardent aujourd'hui, ils attendent de nous. Soyons leur porte-parole. C'est sur ces mesures simples que je vous demande de vous engager et de vous rappeler que si nous sommes là, c'est pour œuvrer pour la République et pour l'intérêt général. Pour paraphraser Jaurès, je dirais que le premier des droits de l'homme, c'est la liberté individuelle, la liberté de la propriété, la liberté de la pensée, la liberté du travail. Ne l'oublions pas. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. La parole est maintenant à M. Daniel Guéret, toujours pour le groupe Les Républicains, pour 4 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, laquelle est comprise dans notre bloc de constitutionnalité, la propriété est un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé. Il s'agit donc d'un droit particulièrement précieux et théoriquement protégé, puisque l'article 2 de cette même déclaration de 89 en fait un droit naturel et imprescriptible de l'homme, au même titre que la liberté, la sûreté et la résistance à l'oppression. Or, comme chacun le sait, les faits de squat connaissent en France une particulière recrudescence et parallèlement surtout un manque d'application des dispositions législatives en vigueur. C'est en effet ce qui ressort de nombreuses constatations qu'ont pu mettre en lumière mes collègues membres de la commission des lois du Sénat. Votre gouvernement a certes pris en partie la mesure de ce phénomène en ajoutant un article 73 à la loi Accélération-Simplification de l'action publique du 7 décembre 2020, qui n'a toutefois pas précisé la notion de domicile, notion trop subjective et manquant de sécurité juridique. Il était donc nécessaire de renforcer la protection de tous les biens immobiliers et pas seulement le domicile. Bien entendu, je m'associe pleinement au texte issu des travaux de la commission des lois et tout particulièrement de notre collègue rapporteur Henri Leroy, notamment en ce que ce texte permet d'accélérer les procédures d'évacuation et d'expulsion en cas de maintien sans droit ni titre dans un bien immobilier. C'est bien cette sécurité juridique que chaque citoyen est en droit d'attendre. Mais au-delà du contenu de cette proposition de loi de notre collègue Dominique Estrosi Sassone, que notre Assemblée va s'efforcer de parfaire avec l'examen des articles à suivre, je souhaiterais mettre en exergue un point essentiel et indispensable au bon fonctionnement de notre démocratie, à savoir l'application de la loi. La France peut bien sûr se targuer d'offrir à ses concitoyens une palette de droits que beaucoup de démocraties nous envient. Toutefois, mes chers collègues, nous devons veiller à ce que ces droits bénéficient en retour des devoirs. Il en va ainsi du devoir de respecter la propriété d'autrui comme du devoir d'appliquer la loi promulguée. Je pense que cet équilibre est maintenu par cette proposition de loi qui protège les propriétaires privés tout en respectant le droit au logement. En effet, ce texte vise les squatteurs et en aucun cas les locataires défaillants. J'ajouterai du reste que dans le même esprit et pour respecter l'équilibre, il est indispensable de veiller à condamner aussi plus fermement les bailleurs peu scrupuleux qui louent leurs biens sans déclaration fiscale ou les marchands de sommeil qui profitent de situations très délicates. Madame la ministre, chers collègues, certains tendent à pointer du doigt les propriétaires. N'oublions pas que nous parlons ici de concitoyens qui ont épargné, emprunté, investi par le fruit de leur travail, payant impôts et taxes, et qu'il convient que le législateur leur apporte les garanties nécessaires au respect de leurs droits à la propriété inviolable et sacrée, comme je le précisais en préambule de mon intervention. Madame la ministre, mes chers collègues, vous l'aurez compris, oui pour soutenir le droit à la propriété, non pour défendre
justifier ou encourager les squatteurs. Merci, cher collègue. Dernier orateur inscrit pour le groupe Les Républicains, M. Édouard Courtial, pour 5 minutes. Vous avez la parole, cher collègue. Courtial. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, le droit de propriété est un droit naturel et imprescriptible de l'homme. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment et sous la direction d'une juste et préalable indemnité. Voilà ce qui ressort des articles 2 et 17 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Pourtant, pas un mois ne passe sans que des propriétaires voient leurs biens confisqués par des squatteurs sans vergogne. Ces occupations illicites de domiciles, de résidences secondaires ou de terrains se multiplient en France. Nous avons tous en tête le triste exemple de Théoul-sur-Mer, dans les Alpes-Maritimes, où un couple de retraités a récupéré sa maison saccagée après l'expulsion des squatteurs. Ainsi, à Oigny, dans le Pas-de-Calais, à Saint-Honoré-les-Bains, dans la Nièvre ou encore au Mans, dans la Sarthe, l'histoire est toujours la même. Les squatteurs profitent de l'absence des propriétaires pour investir les lieux et mettent à profit toutes les failles de la législation pour s'y installer durablement. Sidération, exaspération, colère, révolte, traumatisme, voilà les mots des victimes confrontées à ces squats qui se retrouvent sur le seuil de leur propre porte, impuissantes. Elles doivent alors bien souvent s'engager dans un parcours kafkaïen pour récupérer leur propriété et enfin rentrer chez elles. Ces faits générèrent une émotion légitime auprès de l'ensemble de nos compatriotes à laquelle nous devons répondre. Et c'est l'objet, cher Dominique Estrosi Sassone, de notre proposition de loi. Car lorsque la loi apparaît trop permissive ou pas assez dissuasive quant à l'occupation sans droit ni titre, elle donne lieu à des situations absurdes et intolérables dans lesquelles la charge de la preuve est inversée au détriment des propriétaires qui doivent se justifier et au bénéfice des squatteurs qui se sentent à l'abri de toute répercussion. Elles mettent en exergue une faillite de l'état de droit, illustrent notre laxisme et favorisent le sentiment d'impunité de certains délinquants. Il y a donc urgence à colmater les brèches du droit en vigueur dans lesquelles les squatteurs s'engouffrent au mépris du droit et du respect le plus élémentaire. Certes, depuis 2007, la législation a évolué vers un durcissement des sanctions et une réduction du périmètre de la protection conférée aux squatteurs, avec notamment la création d'une procédure administrative accélérée. Voire s'aggrave. De même, la réponse apportée par le gouvernement actuel via un amendement au projet de loi accélération et simplification de l'action publique est largement insuffisante et ne réglera certainement pas les anomalies de notre arsenal législatif. En cause, le périmètre encore trop restreint des avancées récentes. La loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique a par exemple permis la non-opposition de la trêve hivernale aux squatteurs. Mais cette disposition législative de 2018 ne s'applique que dans les cas où les occupants illégaux se sont introduits par voie de fait dans le logement, c'est-à-dire par effraction. En outre, le manque d'efficacité des procédures d'expulsion est régulièrement dénoncé. Pour rappel, il appartient au propriétaire de faire constater sous 48 heures une occupation illégale de son bien pour faire valoir la flagrance et donc la procédure de l'article 38 de la loi dite DALO. S'agissant de résidences secondaires, il est plus difficile de constater une flagrance en seulement 2 jours. Dès lors, il faut au propriétaire engager une procédure judiciaire, par nature longue et coûteuse. Nous ne pouvons cautionner plus longtemps cette complaisance à l'égard des squatteurs. Aussi, le but de cette proposition de loi est de renforcer la lutte contre le squat par la création de nouvelles infractions pénales. Le dispositif propose donc, d'une part, d'aggraver la peine en cas de violation du domicile et, d'autre part, de renforcer la protection de tous les biens immobiliers. En outre, afin de rendre pleinement opérationnelle la mise en demeure par le préfet, les délais aujourd'hui prévus par la loi sont réduits à 2 titres. Le délai d'instruction de cette demande est fixé à 24 heures. Si les squatteurs n'ont pas libéré les lieux dans le délai fixé par le préfet, ce dernier est tenu de faire évacuer le logement par la force publique immédiatement à l'issue de ce délai. Le travail en commission, dont je salue la qualité, monsieur le rapporteur, a permis de préciser le champ d'application du texte pour le recentrer sur les seuls squatteurs. À cet égard, 6 amendements
du rapporteur ont été adoptés afin de sanctionner les auteurs tout en préservant l'équilibre nécessaire entre le droit de propriété et le droit au logement reconnu comme objectif de valeur constitutionnelle. Madame la ministre, chers collègues, sans droit, il n'y a plus d'État, et sans État qui protège, le pacte social est rompu, ce qui donnera lieu à la justice privée qui, d'ailleurs, s'est manifestée dans certains cas de squat. Cette proposition veut démontrer que nous ne sommes pas impuissants pour faire respecter nos valeurs les plus fondamentales. Il en va de notre responsabilité. Je vous remercie.